officier du Parti provincial de l'Union nationale, Unité nationale, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous, j'ai écouté avec énormément d'attention et surtout d'émotion les jeunes de la nouvelle vague, la nouvelle génération nationaliste qui vous ont parlé. Ma seule conclusion est celle-ci. Après 36 ans de sacrifices et de travaux, je dois admettre que la semence a été bonne et que je n'ai pas travaillé en vain. Je me plais, vous savez, les Juifs se plaisent à nous parler de leurs rescapés de camps de concentration. Je me plais à saluer ce soir ici des gens qui, à la demande des Juifs, ont fait 3, 4 et 5 ans de camps de concentration et surtout de vénérer avec mon plus profond respect des veuves de gens canadiens, français, loyaux à la couronne, à la patrie, à la race, à la religion, des veuves dont les maris sont morts au camp de concentration ou des suites du camp de concentration. Je les respecte et les vénère. On m'a dit qu'il y a dans cette salle quelques chefs de colonies de Canadiens d'extraction étrangère qui ne comprennent que l'anglais. Si vous me permettez, avant de commencer mes remarques de ce soir, je vais leur adresser pendant quelques minutes quelques mots en anglais. My dear friends of the Canadian colonies of Polish, Hungarian, Romanian, German, Czechoslovakian extraction, who have survived the atrocities of Judeo-communism in your countries, I welcome you here to our meeting tonight, and I tell you from the bottom of my heart, knowing that it's what we all think here today, that we sympathize with your beloved homeland, motherland, now crucified in Europe under our very eyes by Judeo-communism. Your great countries who have done so much for culture, Western civilization, and Christianity, agonizing today. Like as our Savior agonized 2,000 years ago for what he preached and he taught. Let me tell you this. Stick up with us of the National Unity Party of Canada. Fight with us. Come back with us. Unite with us. And if we are ever a word to say in world affairs, we will free your country. You will free your people. And since those who collect so much from Germany as supposed reparations, those same people who control the wealth of the world will have to pay reparations to your homelands, your countries, and your relatives.
Maintenant, vous savez, quand je parle dans Québec, je suis obligé de m'en tenir à ce que les Québécois me disent. J'ai appris depuis plus de 25 ans que quand on est chef, la première chose qu'on doit faire, c'est obéir. Alors, quand on m'a demandé de tenir une assemblée dans cette salle, j'ai demandé à mon chef québécois, parce que quand je suis dans Québec, c'est lui qui est mon chef, M. Rancteau, et son conseil, de quoi voulez-vous que je parle? Alors, ils ont dit, ben écoutez, la question du Vietnam, tout le monde est mêlé, voulez-vous insister surtout là-dessus? Alors, en bon serviteur docile, obéissant. Parce que quand on commande, vous savez, il faut d'abord savoir obéir. Je vais commencer par ça, la question du Vietnam. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais il paraît que ça intéresse tout le monde. Pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je la connais à fond. Mais on dit que nos étudiants, surtout notre pauvre jeunesse, pourtant c'est ce qu'on a de plus beau chez nous, notre jeunesse. C'est notre espoir. C'est ça qui va nous remplacer, qui va nous succéder. Et quand on voit notre jeunesse, enfant de notre civilisation, de notre culture, de notre christianisme, suivre stupidement, sottement, idiotement les anti-chrétiens, les anti-civilisés de la barbarie judéo-communiste qui veulent s'emparer du monde sur les ruines de tout ce que nos pères ont bâti. Le cœur nous enfants. On se demande, mais comment ça se fait que ces jeunes gens-là peuvent penser contre leur propre race, leur propre culture, leur propre tradition, leur propre histoire, et penser comme les barbares et les sauvages de l'autre côté. Alors, voyons la question du Vietnam. En ce moment, vous avez 325 000 Américains qui se battent au Vietnam. Et à travers le monde, le même jour, partout, les étudiants crient « Yankee go home » sortaient du Vietnam. Même les petits Américains, les petits Canadiens, aujourd'hui les petits Vietnamiens, où les Américains saignent, dépensent des milliards pour essayer de les délivrer, les étudiants crient dehors des Américains. Ils ne réalisent pas que ça fait 2 ans que Moscou, Pékin et La Havane, en Cuba, crient aussi dehors les Yankees. Ils ne réalisent pas qu'ils ne sont que des petits échos, des chefs anti-chrétiens, anti-occidentaux, anti-civilisés. Non, moi, au fond, vous savez, je ne blâme pas les étudiants, je les plains. J'ai passé par cet âge-là, moi aussi. J'ai eu 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. On est révolté à cet âge-là. On dit, oh, si je fais donc avoir 21 ans et être majeur, je serai majeur, c'est pas le père ni la mère qui me donneront des ordres. C'est pas le curé qui me dira qu'est-ce que je dois penser de la morale ou de la foi. C'est pas le maire qui me dira qu'est-ce que je dois faire dans telle rue. C'est pas le député, c'est pas le gouverneur, c'est pas le premier ministre. On y a tous passé. Alors, je comprends que c'est naturel à leur âge. Parce que, quand on a cet âge-là, on a l'esprit des chevaliers. On voudrait que la pauvreté disparaisse dans le monde, que le vice soit anéanti, que tout le monde soit généreux, que tout le monde soit prospère, que tout le monde soit heureux, etc., etc. Alors on s'en va comme des chevaliers errants. Mais, sans expérience de vie, sans connaissance, comme Don Quichotte, on va se battre contre des moulins à vent en pensant que ce sont des géants. C'est ça l'expérience de vie. Alors, vous avez 325 000 Américains là, qui se battent. L'Australie est là qui se bat. L'Australie blanche, occidentale et chrétienne. La semaine dernière, elle a triplé ses troupes au Vietnam. Au lieu de 1500, on a envoyé 4500.
La Nouvelle-Zélande a doublé ses troupes. Au lieu de 1200, on en envoie 2500. La Corée du Sud, qui a goûté au communisme de 1950 à 52, double ses troupes. Et nous serons appelés avant longtemps à aller faire notre part, nous autres aussi. Et c'est parce que le communisme international, la juiverie internationale qui commande le communisme, le savent. Il faut enlever nos jeunes, sortez du Vietnam, ne nous occupons plus de ça. Ça veut dire ensemble, laisser ce peuple-là à la merci du communisme. Mais pourquoi est-ce que les Américains sont là? Les Américains ne cherchent pas à avoir un pouce de territoire, ne cherchent pas à en faire une colonie du Vietnam. Ils y dépensent des milliards pour défendre des gens attaqués, pour rebâtir leurs villes et leurs villages, leur fournir des médicaments, leur donner à manger. Les Américains saignent, et se sacrifient dans ce pays-là sans espoir de tout. Pourquoi? Les Américains avaient fait des ententes avec certains pays. Si tu es attaqué, appelle-moi si tu crois que je peux t'aider à te défendre. C'est ça qu'ils ont fait de 50 à 52. Oh, en Corée. La Corée du Nord communiste est tombée sur la Corée du Sud. Ils n'étaient pas communistes. Alors les Coréens du Sud ont fait appel. Les Américains ont fait tuer 120 000 de leurs plus beaux garçons et blessé 600 000 de leurs vétérans pour refouler simplement les Coréens du Nord. Ils n'ont pas gardé un pouce de territoire. Depuis, ils ont dépensé 20 milliards pour rebâtir ce pays-là qui avait été détruit. Yankee go home. Nos étudiants ne pensent même pas à ça. Et là, c'est la même chose qui s'est passée. Le Viet Cong du Vietnam Nord, soutenu par la Chine communiste, se lance contre le Vietnam Sud pour s'en emparer. Le Vietnam Sud crie au secours, les Américains, généreux comme toujours, y vont, sont en train de se faire tuer là, par milliers, dépensent des milliers d'avions abattus depuis 1 an et demi, ont doublé leurs troupes. Pourquoi? Pas pour avoir un pouce de territoire, pour avoir un sou de ce pays-là, au contraire, ça leur en coûte des milliards pour refouler les gens du Nord, les communistes du Nord, soutenus par la Chine, qui, elle, crie l'Asie aux jaunes, etc., etc. Le Vietnam, vous savez, c'était l'ancienne Indochine française, une partie de l'ancienne Indochine française. Ils parlent tous français au Vietnam. Vous avez entendu à la télévision, Madame Nou, l'épouse de Diem qui a été assassinée, elle parle meilleur français que la plupart d'entre nous. Moi, j'avais honte de l'entendre parler français, je n'ai pas mieux français que moi, mais tant si je fais des efforts. Pas rien comme ça par les voiles de temps en temps. Je vais être élevé dans ça. Et je n'en ai pas honte. Par les voiles, vous savez, dans le temps, c'était des maquillons. J'ai été élevé parmi des maquillons. Chez nous, avec des tueries, moins loin des maquillons. Je trouvais ça savoureux, ce langage-là. Quand j'ai rencontré, plus tard, je suis devenu journaliste, j'ai rencontré Toumic, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice de Ferrotti, doyen de la Comédie française, chez la Mère Large, coin Mairie Sainte-Catherine, au 2e étage. Cécile Farel venait là, Albert Lambert, les plus grandes lumières du théâtre français de l'Académie française. J'étais là avec Philippe Panton, Louis Franqueur. Il disait, parlez-nous donc voile, en calmanien. Et là, je prononçais des mots comme magané, achalé, garoché. Ferrotti était en extase. Il disait, mais comme c'est savoureux, comme c'est terroir, comme c'est beau, gardez ça, ces mots-là, Canadiens français, ne les perdez jamais. Ben, j'aime pas être bête, moi, je parle ce langage-là. Alors,
Les Français, vous savez, avaient converti au christianisme, surtout le catholicisme, des millions d'Indochinois. Quand, après 7 ans de bataille, la France s'est fait battre, elle tient le bien de fou, elle est obligée de sortir. Grâce à la connivence de Moscou et Washington, qui jouent ensemble pour détruire les empires français, les empires blancs. Quand les communistes ont sauté sur le Viet Cong, ben là, il y a 6 millions de catholiques indochinois, vietnamiens, qui ont été obligés de quitter leur demeure, partir en courant, en vitesse, tout abandonner, leurs enfants sur les épaules, marcher le long de la mer jusqu'à la ceinture pour essayer de sauver leur vie. Et c'est le Vietnam Sud qui les a sauvés. C'est là qu'ils sont tous réfugiés. La plupart des catholiques, comme étaient les frères Diem, Madame Nou, le général Key, qu'on veut faire tomber en ce moment. C'est ça que les Américains sont allés sauver. Yankee go home. Nos jeunes ne pensent pas à ça. Ils ne connaissent pas le fond du problème. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est les Américains qui sont là? C'est de leur faute. Vous savez, la première guerre de 14-18, la deuxième guerre de 39-45, c'est l'Europe blanche qui s'est entre-déchirée par la collusion et la provocation de la suiverie internationale. C'était une guerre civile, la race blanche. Elle en a perdu tous ses empires. Quand l'Empire anglais a tombé, c'est la race blanche qui peut-être ça. Quand l'Empire français a tombé, c'est la race blanche qui peut-être ça. Quand l'Empire d'Autriche-Hongrie a tombé, c'est la race blanche qui peut-être ça. Quand l'Empire italien a tombé, c'est la race blanche qui peut-être ça. Quand l'Empire d'Espagne a tombé, c'est la race blanche qui peut-être ça. Eh bien, il y a une loi formelle en politique. La loi des équivalences de puissance. Ce qu'une puissance perd va automatiquement augmenter une autre puissance. C'est comme la loi physique des vases communicants. Les équivalences. L'Europe a fait appel aux États-Unis pour régler ses problèmes en 17 et en 41. L'Europe se déclarait incapable de voir elle-même à ce moment-là. Les États-Unis ayant à régler prenaient automatiquement le leadership de l'Occident. L'Angleterre, première puissance mondiale au monde, tomba au rang de 3e puissance. La France est presque une 4e puissance aujourd'hui. L'Allemagne est une 5e puissance. L'Italie est une 6e puissance. Il n'y a que 2 grandes puissances qui sont sorties de ça. États-Unis, Russie. Ils se sont partagés l'Europe. 2 puissances qui ne sont pas européennes se sont emparées de l'Europe. Les États-Unis qui occupent encore l'Allemagne, qui tiennent des garnisons partout en Europe, et la Russie qui occupe des garnisons et qui contrôle toute l'Europe orientale. L'Europe, foyer, site, berceau, fève nourricière de notre culture et notre civilisation, est prisonnière de 2 puissances qui ne sont pas des puissances européennes. Mais est arrivée une 3e puissance, la chinoise. La Chine aujourd'hui, par sa population, qui contrôle, qui est de 700 et quelques millions, qui a au moins 300 millions de Chinois répandus en Malaisie, en Indonésie, enfin dans tous les pays d'Asie, et à peu près 8 millions sur notre côte américaine spécifique, contrôle est pratiquement d'1 milliard de population. Et croyez-moi,
les Chinois, où qu'ils soient, suivront la Chine. Tandis que les Japonais, ici en Amérique, suivront le Japon, mais qui est inféodé à la civilisation occidentale. Alors, il y a un Chinois sur 4 êtres humains sur la Terre. Au moins 25% de la population terrestre. C'est chinois, ça. Qu'est-ce qui a fait la force de la Chine? La loi politique que je vous ai citée tout à l'heure. Toute puissance qu'un pays perd va automatiquement augmenter une autre puissance. De 50 à 52, les Américains se sont battus contre la Corée du Nord, qui dans le fond était la Chine, en arrière. N'avait pas de but de guerre. Quel est le but d'une guerre? C'est la victoire. Il ne voulait pas la victoire. Le général MacArthur a dit, en revenant de Corée, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un général reçoit l'ordre de se battre sans avoir le droit de gagner sa guerre. Il se battait pour ne pas gagner. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est resté comme avant. 120 000 Américains, 600 ont été tués, 600 000 blessés, pour rien du tout. Ben, quand on fait la guerre, s'ils avaient été censés, ça aurait été de conquérir la Corée du Nord et l'inféoder à la Corée du Sud, en refaire une seule patrie, comme autrefois. Non. Et pourquoi les Américains ne pouvaient pas permettre ça? Truman, président Truman, John Solomon Schiff Truman, qui dit, le livre que j'aime le mieux lire, c'est le Talmud. Truman, que tu cherchais dans les journaux. Pourquoi? En vertu des ententes secrètes entre les Juifs de Washington et les Juifs de Moscou. Ils ne peuvent pas violer ça. Ce sont eux qui ont fait 2 Corées, qui ont fait 2 Vietnam, qui ont fait 2 Allemagne. En ce moment-là, quel est notre but de guerre au Vietnam? Empêcher de refouler, ne pas permettre que telle chose arrive. Mais c'est des buts négatifs. Ce n'est pas politique du tout. La guerre, c'est un acte politique violent. Elle doit avoir un but positif, constructif. Si Washington était honnête et sérieux, il dirait notre but de guerre, c'est de conquérir le Vietnam Nord, le libérer du communisme et de l'unir au Vietnam Sud, refaire de la même race, du même peuple, une seule nation comme autrefois. Ils ne peuvent pas. Ils ont des engagements secrets. Pourquoi est-ce que les Américains respectent leurs engagements secrets? Quand M. Dulles, décédé, ancien secrétaire d'État des États-Unis, a dit, il a publié un livre de la secrétaire d'État disant ceci, je l'ai chez moi. Les communistes, depuis 20 ans, ont violé 256 traités, engagements d'honneur, contrats, promesses, etc. Mais pensez-vous qu'ils ne violeront pas n'importe quelle autre promesse qu'ils vont faire? Alors, nous sommes pris devant ceci en ce moment. Il faut se battre pour empêcher la Chine, soutenant le Viet Cong, de balayer le Vietnam Sud, qui est inféodé à la civilisation occidentale, chrétienne, et d'autres pays. L'Australie l'a tellement bien compris qu'elle dit, s'il faut que la Chine gagne, là, ben moi je suis fini. Je suis obligé d'être battu. C'est pour ça que l'Australie se bat, là. La Nouvelle-Zélande aussi. La Corée aussi. Ils savent que c'est la fin. Mais on se bat pas pour libérer le Vietnam, pour empêcher que les communistes l'avalent. C'est un but négatif. Et nous allons être appelés, nous, Canadiens, à faire notre part avant longtemps. Moi, c'est curieux. Vous trouverez peut-être que je suis contradictoire. Je ne le suis pas parce que je connais le problème.
De Gaulle, il connaît le problème. Il est pris devant une curieuse situation, lui, de Gaulle. Les États-Unis contrôlent la moitié de l'Europe. La Russie contrôle l'autre moitié. De Gaulle dit, ben, mais je ne veux pas que les États-Unis contrôlent. La France, c'est trop civilisé, c'est trop cultivé pour être contrôlé par les États-Unis. On ne veut pas que les États-Unis nous mènent par l'OTAN. L'OTAN, c'est la force armée de l'Europe occidentale. C'est comme quand la Pologne, la Hongrie ont dit, on ne veut pas que la Russie nous contrôle, nous autres, dans le pacte de Varsovie. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On a fait venir en Hongrie des Russes, dans des tanks, ils ont refusé de tirer sur des Blancs. On a été obligé de faire venir 300 000 jaunes d'Asie, qui eux ne se sont pas gênés de tirer sur les Blancs. En Pologne, c'est fait la même chose. Alors, De Gaulle, il ne veut pas être contrôlé. D'un autre côté, l'Europe ne peut pas se libérer si elle ne fait pas son unité. L'unité de la civilisation, de la culture européenne. C'est pour ça que les deux camps, le pacte de Varsovie et l'OTAN, aspirent à se libérer des deux puissances non européennes qui contrôlent l'Europe. États-Unis, Russie. Et il n'y a de salut pour l'Europe qu'une chose. Leur unité en une seule et même nation. Au Canada, nous sommes une seule et même nation. Il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Roumains, il y a des Ukrainiens, il y a des Allemands, il y a des Polonais, il y a des Tchèques, il y a toutes sortes de choses au Canada. Une seule nation. C'est à ça que l'Europe aspire, pour devenir une puissance solide, capable de faire face à la Russie. Mais là, voici ce qui arrive. Depuis que la Chine s'est élevée, c'est une puissance terrible, la Chine. Ce sera la plus grosse peut-être demain. 1 milliard d'êtres humains. La Chine, quel que soit son régime, socialiste, communiste, fasciste, appelez ça comme vous voudrez, l'esprit est tellement national que le Chinois ne veut pas se faire mener par Moscou ou par Wall Street, par la juiverie d'argent ou par une juiverie révolutionnaire. Ils ne veulent pas. Alors, et ça menace Moscou. Les Chinois disent, nous avons des revendications contre la Russie. Elles, les Russes, nous ont volé la Sibérie, nous ont volé la Mongolie extérieure, la Mongolie intérieure, le Xinjiang. C'est à nous, ça, c'est jaune. La Chine doit se répandre du lac Baïkal jusqu'à Vladivostok. Ça nous a été volé par les Blancs. Et en ce moment, vous avez 1,5 million de soldats chinois et 1,5 million de soldats russes aux frontières du Xinjiang, qui se regardent comme chiens et chats. Et vous avez des accrochages militaires 4-5 fois par jour. C'est pire qu'entre Israël et la Jordanie, quand elles sont éclatées. Alors, le jeu est celui-ci. La Chine veut faire à l'Amérique, et nous en sommes, une guerre d'usure. Pas d'armement nucléaire, les vieux armements classiques. Bombes, obus, canons, mitrailleuses. Les Chinois, en ce moment, ont une armée de 60 millions de soldats, dont 12 millions de filles, qui ont appris à manœuvrer la mitrailleuse lourde, la mitrailleuse légère, le bazooka, tout ce que vous voudrez. Tous les deux, Amérique et l'Europe, ne sont pas capables de lever 60 millions de soldats. Alors, si on reste avec les armes classiques, ordinaires, fusils, mitrailleuses, grenades, bombes, canons, ils vont nous noyer. Que les Américains en tuent 100 000, 200 000, 500 000 au Vietnam, c'est des fleuves, des torrents de soldats chinois qui vont toujours descendre. Tout le monde a toujours essayé. Les Blancs, le Japon, tout le monde a essayé. La Chine est inusable. Sa natalité par année, cette année, c'est 19 millions.
un Canada par année qui vient au monde. Allez donc faire face à ça. La seule ressource qui nous reste, c'est de garder la puissance que le génie occidental nous a donnée, les armes nucléaires, atomiques. Avec les autres armes, nous sommes finis pour toujours. Même la Russie, en ce moment, enlever les armes nucléaires. La Russie a 350 millions qui peuvent rouler sur l'Europe en 15 jours et endurcir même l'Angleterre avec les armes ordinaires. Et ils le savent, les communistes. Ils le savent. À bas les armes nucléaires. Ils font crier ça même par le Vatican de temps en temps. À bas les armes nucléaires. C'est la seule chose qui peut nous défendre. Des Normands, pas d'armes nucléaires à la Macazan. Et on voit des petits étudiants, des barboudos, ça, qui veulent ressembler au rabbin Hasidim. Qui s'en vont s'asseoir à la pluie comme des poules mouillées dans le chemin, en criant « À bas les armes nucléaires! À bas les armes nucléaires! » Un écho de Moscou, mais il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Eh bien, vous voyez que cette situation est contradictoire. Ce que veut Moscou, je vais vous le dire, moi, c'est que les États-Unis s'entretuent avec la Chine, qu'ils se plient sous les yeux, qu'ils se ruinent, et que Moscou triomphant, non épuisé, toujours fort, non saignant, se lève et mène le monde. C'est ça qu'ils veulent. Moscou crie, envoie des armes au Vietnam. Il envoie des armes pour tirer sur les Américains. Et les Américains, pendant ce temps-là, ils font des échanges culturels avec Moscou. Voyez-vous, quand on connaît le tréfonds de la politique, il y a une chose qu'il faut comprendre. Un pays choisit ou désigne son ennemi actuel ou éventuel. Et là, il fait une propagande pour cette ennemi-là. Propagande. Cinéma, radio, journaux, télévision, etc. Bon. Et la propagande, pour faire haïr un ennemi, ce n'est jamais rationnel, ce n'est pas suivant la raison. C'est toujours suivant le sentiment. Bon. Moscou est notre ennemi éventuel. Ben, on fait toujours la guerre à l'Allemagne, à l'Europe. Regardez les films à la télévision, au cinéma, écoutez les romans, regardez des journaux, c'est toujours à l'Allemagne qu'on fait la guerre. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'elle est le moyen de l'Europe, le moyen de la roue, le centre, le cœur, tout est sorti, tout le génie de l'Europe. C'est toujours à l'Allemagne qu'on fait la guerre. C'est l'ennemi constant. Ça vous démontre qui contrôle notre propagande, qui contrôle le cœur, l'âme, l'esprit des forces occidentales. Comme disait un de nos jeunes qui parle si bien tout à l'heure, c'est pas difficile à comprendre, c'est 4 lettres de l'alphabet, J-U-I-F, juif. Pas difficile. Un enfant de première année a appris à épeler ça, ces 4 lettres-là. Eh bien, quel que soit quel que soit le régime qui préside aux États-Unis, que ce soit même les Juifs en ce moment, qui contrôlent la route politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chefs, nous, Canadiens du Canada, nous sommes obligés, moralement, de soutenir les États-Unis dans leur effort contre les communistes chinois au Vietnam. Et comme chef du Parti de l'Unité nationale, je dis ceci. Si jamais nous sommes attaqués par une puissance majeure, qui peut nous défendre en Canada? Une seule puissance, les États-Unis. Notre vie, notre mort dépend des États-Unis. Nous sommes indissolublement liés, géographiquement,
politiquement, économiquement, culturellement, bien qu'il y a bien peu de culture en Amérique. C'est plutôt de l'anticulture. Nous sommes obligés de marcher avec. Deux, c'est pas. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est que nos facultés d'économie sociale et politique de nos universités forment tellement bêtement, stupidement nos étudiants qu'ils ne sont pas capables de comprendre ça. Je me demande qu'est-ce que veut dire chez Emmanuel et les professeurs du violon. Ils en sont rendus à être contre la culture et la civilisation d'Occident pour l'anticulture et la barbarie de l'Orient. On en est rendu là. Maintenant, encore chez vous, si vous permettez, vers l'avant. Vous savez, je pensais pas que je pourrais parler de lui. Je pensais pas. On va vous dire pourquoi. Les dernières fois, je parlais souvent comme ça. Il y avait des cheveux noirs. Il y a rien que 4 semaines. Ils m'ont tutoté et ils m'ont mis à danser. Puis là, ils m'ont dit, fais attention, la première fois que tu vas parler en public, il va voler. Je m'aperçois qu'il colle. Alors, pauvre Camillien, je me souviendrai toujours. La première fois qu'il a parlé après son entier, le dentier n'est pas rien, juste le temps de le poigner. Alors, vous savez, la Chine, je ne la blâme pas. Je ne la blâme pas. Je ne blâme pas le Canada d'avoir vendu lait à la Chine. Si vous voyez des milliers de petits-enfants qui crient le soir, « Maman, j'ai faim, donne-moi donc à manger », et que la mère n'a rien à leur donner. Demanderiez-vous au Canada de refuser d'envoyer à manger ces enfants-là? Ce serait inhumain, ce serait cruel. Alors, la Chine a le droit de manger. Elle a le droit, elle se développe à exploser. Elle a le droit des terres à blé dans les steppes. Dans les steppes russes. Elle a le droit à avoir de quoi s'industrialiser, se développer. Je ne la blâme pas. C'est une question de puissance et de force. La Russie dit non, c'est à moi ça. La Chine dit, t'es ça, mais non, on va bien avoir ça. Alors c'est ça qui est le danger pour la Russie. Une puissance s'est levée pour la défier. Une puissance qui ne s'occupe pas de la juiverie, des juifs du Kremlin ou des juifs de Wall Street. Et la Russie voudrait que les États-Unis, le Canada et les autres s'usent dans une guerre d'usure contre la Chine pour qu'elle, la Russie, continue. Et quand on fait des alliances culturelles, des choses de culture avec la barbarie soviétique, c'est insulté, c'est diffamé, c'est persécuté, c'est martyrisé les pauvres pays chrétiens de Resnach, comme l'Ukraine, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, qui sont esclaves de cette terreur-là. Faire des échanges de culture positive avec la Russie. Et qu'est-ce qu'elle a à nous donner comme culture, la Russie? Zéro! Si Glazunov, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, Moussorgsky ont pu écrire de la musique, c'est parce qu'ils sont allés l'apprendre à Budapest, à Vienne, à Berlin, à Paris. Ces gens de grands auteurs, de grands romanciers, c'est parce qu'ils sont allés apprendre dans les livres d'occidentaux. S'ils ont le pain russe, que les Russes n'ont jamais été capables d'inventer, c'est parce qu'ils ont fait venir des maîtres de danse de France et d'Italie pour leur donner le pain russe et la musique. Tout ce qu'ils ont comme culture, c'est de nous qu'ils l'ont pris. Et si en ce moment, ils ont quelques grandeurs scientifiques en électronique, en physique, en chimie, c'est parce qu'ils ont 66 000 Allemands, ingénieurs, ils ont kidnappés après la fin de la guerre. Mais quand
Euh, Parce qu'il y en a, vous savez, qui viennent de bien loin, vous avez pas trop les passer. Au Canada, ma foi, on vient d'avoir un budget. 8,5 milliards cette année. Et remarquez, le gouvernement discute de 10% des constructions. Il va donner moins pour l'instruction. Monsieur Emmanuel Tarara. Non seulement il vous taxe, mais voici une petite clause. Il n'y a pas encore un votaire qui a insisté là-dessus. Quand un industriel ou un marchand a tout payé, ces taxes qu'il doit au gouvernement, le gouvernement va prendre 5% de son profit net à titre d'emprunt, remboursable au bout de 18 mois à 5% d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que le profit net de marchand? Quand toutes les taxes ont été payées, c'est un capital. On commence à taxer le capital. Les guerres modernes coûtent tellement cher que la prochaine fois, les revenus ne suffiront plus. Ce ne sera pas simplement la taxe sur le capital, ce sera la confiscation d'une partie du capital. En ce moment, tout vise à ça, la destruction de la propriété privée. C'est l'essence même du socialisme. Alors, regardez dans le Québec, le libéralisme, c'est le socialisme aujourd'hui. À Ottawa, pensant de ne pas être capable de se réunir avec la petite majorité qu'ils ont, ils ont été chercher les trois plus grands chefs socialistes du pays. Elliott Trudeau, Pelletier et l'autre, là. Bon, Marchand. Socialiste, penseur du Parti libéral. Et quand vous lisez les maîtres du socialisme, surtout le dernier, là, Sir John King Maynard, le fameux Maynard, bon, qui a fait l'école à la London School of Economics, c'est qui, en parlant des industriels, des marchands, des gens qui produisent ou qui distribuent, tax them out of their business. Taxez-les tellement pour qu'ils puissent dire un mot, quand ça ne t'intéresse plus, on abandonne le business. Là, c'est vraiment il pas envoyer. Et en parlant des ouvriers, wage them out of their jobs. Faites-leur avoir des salaires tellement élevés que les patrons ne sont plus capables de les employer. Wage them out of their jobs. Pour que finalement tout tombe dans les mains de l'État. Les grands chefs de gauche, vous savez, depuis Karl Marx, Lassalle, Engels, Papin, Lénine, Staline, ils ont tous dit le libéralisme conduit au socialisme, le socialisme conduit au communisme. Le libéralisme canadien dans le Québec et à Ottawa nous a conduit au socialisme. Next call for supper, communism. Le second bagaille. Et ces grands chefs de gauche, les génies penseurs, imaginez-vous pas que c'est des fous, ces gars-là. Les génies penseurs de gauche ont dit exactement la même chose que les génies penseurs de droite. Puis on ce qu'il a dit dans Quadrage Ibrahim. Le socialisme a le libéralisme pour père et le communisme pour héritier. Alors, ils s'entendent. Les chefs d'extrême droite et d'extrême gauche s'entendent parfaitement. Mais on ne va pas écouter nos chefs. Alors, ça vient comme ça. Alors, au fédéral, vous avez un budget en ce moment. On dit, le gouvernement va dépenser moins, il va vous arracher plus d'argent. Ça, c'est pour arrêter le progrès économique, freiner la poussée des affaires. C'est l'affaire la plus bête que j'ai jamais entendue. Empêcher la poussée des affaires, le progrès. Est-ce qu'on a peur qu'après l'exposition de 67 et les fêtes de la Confédération, il va nous coûter cher, il y a un plongeon? Je ne le crois pas. Je vais vous dire ma pensée.
veut pas, le Canada va être obligé d'aller faire sa part au Vietnam. Et c'est en prévision de ça. C'est un budget préterrier qu'on va nous imposer cette année. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Parce qu'il n'y a aucune raison de saine économique, de bon sens pour justifier un budget pareil. Maintenant, voyons au Québec. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Grève de professeurs, grève des écoliers, grève des fonctionnaires. Ah ben, grève, une n'attend pas l'autre. Des fois, il y en a 3, il y en a 4 par jour qui éclatent. Tu as remarqué que c'est rien qu'à Québec? Ah, rien qu'à Québec. C'est ça, on appelle ça la révolution tranquille. C'est une révolution tranquille, en effet. On fait sauter les monuments publics, on dynamite les boîtes à lettres, on menace la vie de la reine, on assassine les vétérans, on va dévaliser les arsenaux des régiments, de leurs munitions, de leurs armes, c'est tranquille. Imaginez-vous si elle n'était pas tranquille, cette révolution. Qu'est-ce que ça serait? Alors, qu'est-ce que c'est que cette confusion, ce chaos, où tout le monde ne peut plus rien comprendre? On va vous dire. Il y a une bande de planifieurs qui se disent technocrates. C'est les planifieurs technocrates. Ces gens-là n'ont jamais pratiqué une profession ni un métier, n'ont jamais eu un commerce, une industrie, n'ont jamais rien bâti. Ils ont passé leur temps à lire des livres. Tout ce qu'ils ont, c'est une connaissance livresque, une connaissance de livres. Alors, ils se sont dit, c'est de travers dans le monde, on va faire des plans pour ramener tout ça. Alors, ils font des plans sur papier. Ils n'arrêtent pas. Une commission après l'autre pour savoir quoi faire. Et il y a moins de ces gars-là qui ont jamais gagné sa paire de culottes. C'est pas au mouvement du gouvernement qui leur a payé. Ils n'ont jamais été capables de gagner par leur travail. Positif et constructif. Alors, tout plan fait sur papier, c'est parfait. C'est parfait, un plan sur papier. Mais il y a une chose qu'on oublie. C'est que la théorie et la pratique, c'est bien différent. Vous voyez des petits gars. C'est quoi? Ah, pourquoi tu n'as pas la vraie méthode dans ton magasin? Dans ta manufacture. Tu sais, la science, là, les connaissances, c'est ça. Puis là, le petit gars, il fait tout ça écrit sur un papier. Ils s'imaginent, ces gens-là, que la nature humaine va se conformer à leurs écrits. Alors qu'une vraie politique normale, saine, sensée, doit s'adapter à la nature humaine. Dans une même famille de 5 enfants, il n'y en a pas 2 pareils. Il n'y en a pas 2 qui ont la même force, la même vitesse, la même puissance, la même mémoire, le même talent des langues, le même talent pour la musique ou la peinture ou les sciences. Chacun est différent. Alors, mais les planifieurs, les autres, c'est pas ça. Là, il dit, pour que la nature humaine soit conforme à nos plans, on va tout en faire des robots. On va former des hommes nouveaux. Remarquez comment on dit ça souvent. L'homme nouveau. Ah, on va fabriquer des hommes nouveaux. Pour les adapter à nos plans de technocrates. Et ces gens-là oublient que l'homme est aussi vieux que l'humanité, qu'il aura comme Adam et Ève les mêmes vertus, les mêmes faiblesses, les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes angoisses, les mêmes déceptions, les mêmes désespérances, les mêmes craintes, les mêmes confiances. Jamais la nature humaine ne changera. La mode des habits changera. La mode des maisons changera. On peut planifier des maisons, le plombage, l'électricité, l'égout, l'aqueduc. Essayez pas de planifier un être humain. Combien de pères de famille ont voulu planifier leurs enfants en disant celui-là, je vais en faire telle chose? Petit gars s'est réveillé au pénitencier. Ça ne se planifie pas, la nature humaine.
pour la prendre telle qu'elle est et essayer d'adapter nos plantes à cette nature-là. Ben, les technocrates aujourd'hui ont tout mis à l'envers. Ils essaient d'adapter les êtres humains à leur plan écrit sur papier. C'est ça que nous avons dans le Québec en ce moment. Est-ce que tout doit avoir une fin? J'achète. Mais au-dessus de tout ça, mes amis, surtout mes bons vieux de la vieille, mes veuves, de ceux qui sont morts du camp de concentration, et que j'aime tant, et pour lesquels nous prions tous, bien que je sais qu'ils n'en ont pas besoin. Au-dessus de tout ça, n'oubliez pas une chose. La grande révolution qui paraît le monde en ce moment, et vous en voyez les effets sous vos yeux partout. La destruction du christianisme. Partout. Des cardinaux, des évêques, des curés, des prêtres, des moines, des nonnes, martyrisés, églises fermées, christianisme pour chasser des écoles, crucifix enlever des écoles, crèche de Noël, cantique d'Alléluia à Noël, les hosannas de Pâques, faut que ça sorte de partout. C'est la guerre au Christ, à son christianisme, à sa chrétienté. Puisque nous proclamons des chrétiens, il n'y a qu'une chose à faire pour nous. Levons-nous! La chanson que nous avons apprise, si quand, en avant chrétien à l'avant-garde, soldat du Christ à l'avant-garde, tâchons donc d'être dignes et sincères de ce que nous avons appris. Plus on voudra abolir les crucifix, plus nous devrons planter. Plus on voudra détruire le nom du Christ, plus nous devrons le proclamer. Plus on voudra détruire la religion chrétienne et l'enseignement chrétien, plus nous devrons nous battre pour leur survivance dans notre pays. Merci. La prière de la Dame de tous les peuples. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, répand à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen.